Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Cette lumière en nous de Michelle Obama. Alors, le résumé. J'ai appris que l'estime de soi et la vulnérabilité n'étaient pas incompatibles, bien au contraire, et que les êtres humains avaient tous au moins une chose en commun. Nous aspirons à mieux en toutes circonstances et à tout prix. Connaître sa lumière, c'est se connaître soi-même. C'est porter un regard lucide sur sa propre histoire. La connaissance de soi engendre la confiance en soi qui nous permet d'être plus serein et de prendre du recul. C'est ainsi que nous pouvons nouer de relations authentiques avec les autres. Et c'est, pour moi, la base de tout. La lumière se transmet. Une famille forte donne de la force à d'autres familles. Une communauté engagée éveille chez les autres le désir de s'impliquer. Tel est le pouvoir de la lumière qui est en nous. Et donc après, c'est signé Michelle Obama. Michelle Obama qui s'appelle, dans son nom de naissance, je vais le retrouver, voilà, juste 2 secondes, je le cherche. Voilà, je voulais vérifier pour ne pas dire de bêtises, mais c'est bien Michelle Robinson, qui a donc vécu beaucoup d'années à Euclid Avenue, où sa mère d'ailleurs était repartie vivre après la fin du mandat de Barack au bout de la 8e année. Alors Michelle, on ne la présente plus bien sûr. Elle a été première dame des États-Unis de 2009 à 2017, diplômée de l'université de Princeton et de la faculté de droit de Harvard. Elle a commencé sa carrière au cabinet d'avocats Sidley et Austin, où elle a rencontré son futur époux Barack Obama. Elle a également travaillé au bureau du maire de Chicago, à l'université de Chicago et au centre hospitalier de l'université. Michelle Obama a par ailleurs fondé la section de Chicago de Public Allies, une association qui aide les jeunes à préparer une carrière dans le secteur public. Et donc elle est aussi l'auteure du best-seller Devenir, que je n'ai pas encore lu. Et donc elle a 2 enfants avec Barack Obama, qui vivent 2 filles, Malia et Sacha, et ils vivent actuellement à Washington. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que donc quand on voit Michelle Obama, on voit la femme de Barack Obama, mais pas que. Bon, c'est vrai que c'est devenu ma nouvelle gourou, parce que franchement, j'ai trouvé énormément de choses qui m'ont beaucoup parlé par rapport à la vertu des petites choses. Donc ça, c'est les différents chapitres dont elle parle dans son livre. Elle a décidé d'écrire ce livre pour faire un peu, donner d'autres conseils par rapport à devenir, parce qu'elle a vu avec son équipe qu'il y avait énormément de gens qui demandaient aussi comment elle faisait, etc. Et donc elle a décidé d'écrire ce nouvel ouvrage où elle donne sa boîte à outils personnelle et elle explique aussi comment développer sa propre boîte à outils. Personnellement, ce qui se passe, c'est que je ne savais pas qu'elle était grande, mais elle explique très tôt dans le livre que dans les photos de classe, elle était parmi les plus grands. Alors attends, il faut que je retrouve la photo, parce que ça, c'est le premier truc qui m'a touchée. En plus, c'est dans les premières pages. Et quand je vois une photo avec son frère, qui est vachement plus grand qu'elle, je me dis, ça doit être un sacré gaillard. Bon, je vais refaire une pause pour chercher la photo. Voilà, donc la photo où on la voit au milieu du dernier rang. Au milieu du dernier rang, dont la tête dépasse j'ai connu, bien sûr, étant donné que je suis aussi une grande madame d'1,85 m et que donc, dans une foule ou ailleurs, une tête qui dépasse, en général, c'est la mienne. Alors, il suffit que je porte un beau chapeau comme aujourd'hui, et là, c'est sûr qu'on me retrouve. Quelque part, c'est un côté pratique, hein, parce qu'en général, tout le monde se rallie à moi en disant « c'est bon, si on voit un beau chapeau, on sait que c'est dans le coin qu'il faut trouver Gracieuse. » Gracieuse ou la personne qui se trouve derrière Gracieuse. Et donc, avec Michelle, j'ai appris plein de choses, justement, décoder la peur. Alors, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres retours de lecture, notamment sur
le bouquin de Alban Bourdi, Flora Gavant, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella, où on parlait de Cunégonde qui est tout le temps là pour nous murmurer des petites choses à l'oreille pour dire t'es pas capable, ou tu vas pas y arriver, ou il va se passer un problème. Elle en parle aussi. Elle parle aussi de commencer sur une note bienveillante, mais là, de bienveillance envers soi-même, être son meilleur ami déjà, pour commencer, se protéger et se dire on est beau, qu'on est fier de soi et qu'on a plein de qualités dont on peut être fier et qu'on peut montrer. Elle parle de visibilité, de légitimité. Et alors, par exemple, elle a un mantra, je suis grande et c'est bien, je suis une femme et c'est bien, je suis noire et c'est bien, je suis moi-même et c'est très bien. Et je me suis dit, je pourrais le réécrire aussi, celui-là, juste en changeant, par exemple, je suis grande et c'est bien, je suis une femme et c'est bien, je suis hypersensible et c'est bien, je suis moi-même et c'est très bien. Donc ce sont des petits outils comme ça, où elle explique plein de choses. Elle parle de sa table de cuisine symbolique, où donc elle réunit des amis, elle entretient son amitié et ses amitiés avec différentes personnes, et elle provoque aussi des occasions où ils peuvent se retrouver ensemble et passer du bon temps ensemble. C'est quelque chose que je veille à faire quand même assez régulièrement aussi, en me disant tiens, peut-être prendre des nouvelles ou envoyer un petit truc, ou ne serait-ce qu'une petite image sur Facebook, ou pour dire ah tiens, j'ai pensé à toi. Et elle parlait aussi d'être bien accompagnée. Donc bien sûr, elle parle de son mari, logique, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, mais elle explique aussi que y a des moments où le baraque, il n'est pas forcément facile à vivre, et elle n'est pas forcément facile à vivre non plus, donc il faut composer ensemble. Elle parle de sa mère, qui est devenue quelque part ma nouvelle gourou, parce que quand j'ai lu par exemple Désolé Bono, mais maman est en train de regarder Jeopardy et tu ne gagneras pas face à Jeopardy. Je dis cette femme est mon idole. Parce que voilà. Parce que maman Robinson, eh bien elle a des priorités. Et il y a des choses qu'on ne change jamais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Elle a une manière de raconter les choses qui est super agréable. Moi, j'ai eu l'impression d'être à sa table de cuisine et de parler avec elle, comme si on buvait une bière ensemble, et je suis sûre que ce serait un moment super agréable. Et puis elle parle aussi de l'armure que nous portons, parce que oui, on en crée une, après soit on l'ouvre un petit peu, soit on la garde bien fermée, parce qu'on ne peut pas l'ouvrir avec tout le monde non plus. On peut montrer sa vulnérabilité, mais peut-être pas forcément dans toutes les circonstances, etc. Et c'est aussi ça qui permet, enfin qu'elle explique, où elle donne des situations, elle parle de sa propre vie, elle explique ses combats, elle explique ses difficultés, la manière dont elle a vécu les 8 ans à la Maison Blanche, parce que ça n'a pas forcément été très simple, surtout en tant que femme noire. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée, parce que je ne suis pas noire, mais je suis aussi une femme, et je suis une femme qui travaille dans un environnement d'hommes, et je suis un petit peu plus jeune qu'elle, mais par contre, j'ai connu aussi le genre de réaction, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle n'est pas compétente, elle s'énerve, ah c'est parce qu'elle a ses règles, ou des choses comme ça. Et elle parle aussi justement dans son livre d'un moment où elle ne voulait pas passer pour la femme noire énervée, parce que elle a eu un coup de... elle a répondu un peu brusquement ou quoi, ah ça y est, tout de suite l'étiquette, la femme noire énervée. Non. Ça peut être juste une femme qui va mal prendre quelque chose et qui va le dire sur un ton un peu brusque. Si c'est un homme noir qui va le dire, ça va être moins mal interprété que si c'est une femme. Enfin, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est quand même fréquent. Et je l'ai vécu aussi, donc pas forcément en tant que la grande, voilà, la grande énervée. Oui, mais enfin, pose-toi des questions. Peut-être que si j'ai eu cette réaction-là, c'est qu'il y a eu d'autres choses qui ont fait que là, ça a commencé à monter, et à un moment, la marmite, elle explose. Hein, c'est comme ça. Ok, peut-être qu'on n'a pas forcément la bonne réaction au bon moment, mais ça arrive. Donc, elle parle de toutes ces choses-là, et elle parle aussi justement de faire briller cette lumière qu'on a chacun en nous, et de comment on peut la faire briller.
Et alors, j'ai été voir sa page, bien sûr, et il parle de ce livre, sans blague. Et donc, elle demandait quel est le moment qui nous a le plus plu dans le livre. Alors, j'ai adoré la partie avec la maman. Adoré, vraiment. Et je me suis dit, je voudrais lui envoyer un mot à cette maman pour lui dire respect. Déjà d'avoir élevé 2 enfants comme ça, d'avoir choisi de vivre à Euclid Avenue parce que ils étaient dans la famille et donc ils ont gardé ce cercle familial et proche plutôt que d'aller vivre dans un autre quartier où ils avaient les moyens de vivre, mais vivre des Noirs au milieu des Blancs où on allait leur montrer qu'ils n'ont pas leur place, etc. Elle a préféré garder un cocon, sachant qu'en plus, elle avait un mari qui était atteint d'une sclérose en plaques, si je me rappelle bien. Et donc, ça a été assez compliqué de voir ce pauvre homme se faire bouffer par la maladie. Mais bah, il a continué à mener une vie aussi normale que possible. Et il avait sa canne, et son corps le trahissait de temps en temps, mais il le faisait quand même. Et alors, ce qu'il disait, c'était « tu tombes, tu te relèves, tu continues. Respect. » Une sclérose en plaques. Voilà. Il avait une sclérose en plaques. Et donc, ils se sont réunis autour de lui, ils l'ont protégé autant qu'ils ont pu, et lui les a protégés en leur donnant des outils. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est les outils qu'on donne. Et on dit souvent, ne donne pas un poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher, ça lui sera beaucoup plus utile. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure leçon qu'on puisse donner à quelqu'un, d'apprendre aux autres à faire les choses. Et justement, quand elle dit aussi que une communauté engagée éveille chez les autres le désir de s'impliquer, je trouve que si quelqu'un s'élève, elle va en élever d'autres. Et par exemple, Michel, elle élève les femmes noires, et elle donne des belles leçons. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre bon, sur le fond et la forme, j'en ai parlé. Alors, l'épisode du papier toilette, parce qu'elle parlait de la vie en couple, et elle disait qu'il peut y avoir des petites dissensions stupides, comme par exemple la position du papier toilette, est-ce qu'on le met en haut ou en bas? Elle explique tout ça et elle termine. Chez les Obama, le papier toilette est dans cette position. J'ai oublié laquelle, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que elle parle d'un sujet très sérieux et à la fin, pouf, elle termine avec la position du papier toilette dans leur famille. Ok. Voilà, c'est ça aussi. Il y a un ton léger. Donc on parle de choses très graves, on parle de choses très lourdes. Et puis d'un autre côté, il y a un ton léger qui dit on est aussi là pour se détendre et pour prendre les choses avec un certain recul. Et c'est ça qui est précieux quelque part. Et donc oui, j'en étais sur le moment qui m'a le plus touchée, c'est quand son frère a eu un vélo, tout neuf, et qu'il a été arrêté par un policier noir qui lui a dit « D'où vient ce vélo? Tu l'as volé ?» Et donc le gamin, non, c'est mes parents qui sont allés l'acheter et tout. Alors après, oui, il a été acheté en solde et tout, mais n'empêche que c'était un vélo neuf. Et elle a dit, le message de ce policier était « Tu n'as pas le droit d'avoir ce vélo ». Et donc ça a marqué son frère, Craig Robinson, donc, de manière très forte. Et je l'ai tellement vécu, ça aussi. Tu n'as pas le droit de. Tu es grande, tu n'as pas le droit de t'élever, de porter des talons. Tu es une femme, tu n'as pas le droit d'aller travailler dans l'informatique. Tu es, je ne sais pas moi, tu viens d'une famille d'ouvriers, tu n'as pas le droit de devenir ingénieur. Pourquoi ? Si toi tu veux le faire et si toi tu te sens les compétences et que tu as envie d'investir ton énergie dedans, fais-le. Et si toi tu le sens à l'intérieur de toi, fais-le. C'est ça le message de ce livre aussi. C'est de trouver la lumière en soi, déjà d'atteindre ses rêves et ses objectifs, de sortir parfois de sa zone de confort, plutôt que de devenir ouvrier comme papa, comme grand-papa, etc., d'aller dans cette école et de devenir ingénieur comme tu le veux. Et puis après, justement, si toi, en tant qu'ouvrier, un fils d'ouvrier, tu l'as fait, même tu es ouvrier et tu veux devenir ingénieur, faire des études et devenir ingénieur par la suite, fais-le. Et après, d'autres vont suivre ton exemple et vont le faire aussi. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'un s'élève, les autres s'élèvent aussi.
C'est vraiment le message que j'ai retenu de ce livre, que je ne peux que conseiller parce que c'est une source d'inspiration. Là, je l'ai loué à la bibliothèque. Je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus, je dis oh là là, je dois le prendre. Et je pense que je vais l'acheter parce que c'est un livre à lire de temps en temps quand on en a besoin. Et peut-être pour parfois juste lire un chapitre pour se remettre un peu les idées en place parce que c'est plein d'enseignements. Et c'est pas parce que c'est une femme noire américaine qui en parle que c'est pas des choses qui peuvent résonner en nous, Européens. Et en tant que personne, que ce soit homme, femme ou d'autres personnes, elle ne s'adresse pas uniquement aux femmes ou aux noirs ou aux femmes américaines ou femmes noires américaines. Elle s'adresse vraiment à tout le monde et c'est un ouvrage qui est vraiment généraliste. Voilà, donc à recommander à qui? Bah, à tout. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement,